La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Faustino Imbali a été nommé par le président José Mario Vaz. C'est pour tenter de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. Au Nigeria, les bénéficiaires de Action contre la faim demandent la rouverture des bureaux du programme. Ils avaient été fermés pour suspicion de financement d'activités terroristes. Et puis aux frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie, l'inquiétude gagne toujours les populations. Les récents actes de violence ont réveillé de vieux souvenirs. Les populations réclament des actes concrets. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et nous ouvrons cette édition par cette nouvelle en brève. Au moins 46 personnes sont donc mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit du lundi à mardi. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la terre a craqué dans ce quartier situé dans l'arrondissement de Bafoussam 3 autour de 22 heures. Après une explosion et puis des secousses ont suivi un fort écoulement de boue. Sur une pente, au moins 11 habitations ont été donc ensevelies et des dizaines de personnes prises au piège. Les opérations de secours se poursuivaient ce mardi, mais les pompiers auraient toujours donc autant de mal à accéder au site. Le ministre de la décentralisation et du développement local, qui se trouve dans la ville, s'y est rendu en compagnie du gouverneur. Il a donc promis une aide urgente de 5 millions de francs CFA pour aider au déguerpissement et au soutien des victimes. En Guinée-Bissau, à présent, le président José Mario Vaz a nommé l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères Faustino Imbali pour former un nouveau gouvernement. Cette nomination est donc intervenue quelques heures après avoir démis le précédent dans un contexte de crise politique chronique. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Son nom, Faustino Imbali. L'homme a déjà dirigé le gouvernement quelques mois en 2001. Il avait été auparavant chef de la diplomatie du pays, fonction qu'il a de nouveau occupée entre 2012 et 2013. Il a été nommé par le président José Mario Vaz quelques heures après avoir démis le précédent. Faustino Imbali prend la tête du gouvernement dans un contexte de crise profonde et à moins d'un mois de la date prévue pour la présidentielle. Après des mois de confrontation entre présidence et gouvernement, le chef de l'État a démis lundi soir avec effet immédiat le gouvernement du Premier ministre en place Aristide Gomez. Il a invoqué la grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République. L'impact de ces nouvelles secousses est incertain, en particulier en ce qui concerne la tenue de la présidentielle à la date prévue du 24 novembre, alors que la communauté internationale insiste sur le respect du calendrier électoral. Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, le parti qui dirigeait jusqu'à lundi le gouvernement, a dénoncé sur son compte Twitter des mesures irresponsables du président et en a appelé au soutien de la communauté internationale pour les faire annuler. En Côte d'Ivoire, à présent, on parle de ce nouveau duel entre Laurent Gbagbo et son pays. L'État ivoirien vient de s'opposer à la demande d'assouplissement des conditions imposées par la Cour pénale internationale à Gbagbo depuis sa libération. Les avocats de la Côte d'Ivoire ont déposé leur requête. Voici le récit. Dans une requête déposée sur le bureau de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, les avocats de l'État ivoirien s'opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis le 1er février dernier suite à son acquittement. La procureure de la CPI a fait appel de cet acquittement mi-septembre, demandant au juge de prononcer le non-lieu. Les avocats de la Côte d'Ivoire demandent l'autorisation de participer à la procédure d'appel en cours, annonçant qu'ils s'opposent à la levée des conditions imposées par la CPI à l'encontre de Laurent Gbagbo. Ce dernier reproche à la Cour de violer ses droits, notamment en l'empêchant de participer à la vie politique de son pays dans la campagne pour l'élection présidentielle de décembre 2020. Leur demande fait suite à la requête de levée des conditions auxquelles est soumis Laurent Gbagbo. Maître Emmanuel Altit juge ces conditions arbitraires. Dans un document de 22 pages adressé à la juridiction, la défense de Gbagbo, libérée le 1er février dernier, estime que ces conditions imposées par la CPI empêche son client de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020. Aucun test de la Cour n'impose en effet une telle situation, ajoute-t-elle.
De son côté, la procureure de la Cour pénale internationale a déposé son mémoire détaillé sur le bureau de la Chambre d'appel. Fatou Bensouda demande au juge d'annuler l'acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé et de conclure à l'erreur judiciaire. En tout cas, moi, Monsieur le Président. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire avec cette déclaration du parti au pouvoir. C'est un non-événement, la candidature à l'élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro. Adama Bictogo était face à la presse. Plus de précisions à travers cet élément. C'est un non-événement. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre, a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir lors d'une conférence de presse. Ancien allié du président Alassane Ouattara passé dans l'opposition en début d'année, Guillaume Soro, 47 ans, qui a annoncé sa candidature le 18 octobre, est le premier homme politique d'envergure à postuler officiellement à la présidence. Il annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. Quand on respecte le peuple et son pays, on vient dans son pays et on annonce sa candidature dans son pays, a martelé Bictogo. Interrogé sur une éventuelle candidature du président Ouattara, Bictogo a répondu: les ex-présidents Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo peuvent être candidats et cela ne vous choque pas. Et quand on parle de la candidature de Ouattara, cela vous choque. On n'a aucun complexe. Le jour où le parti devra se réunir, il décidera en toute âme et conscience, a-t-il souligné, promettant un scrutin présidentiel apaisé en 2020. Le président ivoirien, âgé de 77 ans, entretient le mystère. S'il aura déjà accompli 2 mandats en 2020, il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Les municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. C'est une paix précaire qui règne aux frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les violences de la semaine dernière ont ravivé les craintes des populations. La tâche s'annonce compliquée pour Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. Quand elle a appris que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait obtenu le prix Nobel de la paix 2019, Zaïd Arigawi a d'abord pensé à son frère Alem, qui croupit dans une prison érythréenne de l'autre côté de la frontière. Alem s'était rendu en Érythrée il y a plus de 5 mois après avoir été chargé de ramener du bois par un homme d'affaires érythréen. Mais Alem a été arrêté sans explication par des soldats érythréens. Selon les autorités éthiopiennes, de nombreux Éthiopiens ont récemment subi le même sort. Pour Zaïd et ses compatriotes éthiopiens, ces détentions sont le signe le plus évident que l'accord de paix, la principale raison pour laquelle le Nobel a été attribué à Abiy Ahmed, est loin de s'être encore concrétisé. S'il n'y a pas de libre circulation des deux côtés, à quoi sert l'accord de paix? On dit qu'il y a de la paix, mais nous avons de gros problèmes le long de la frontière. L'attention du Abiy Ahmed est actuellement concentrée sur les violences ethniques et religieuses qui ont éclaté la semaine passée à Addis Abeba, avant de s'étendre à la région proche de l'Oromia et ont fait au moins 67 morts selon la police. On peut dire que la paix est coincée entre la terre et le ciel. Quand Abiy est allé en Érythrée, il s'est envolé pour Asmara, mais il n'a pas instauré la paix ici, à la frontière entre les deux pays. Mais des centaines de kilomètres plus au nord, dans la région du Tigré, la plus affectée par la guerre de 1998-2000 avec l'Érythrée et les années de conflits larvés qui avaient suivi, la frustration gagne.
Au Nigeria, l'armée a fermé les bureaux d'action contre la faim. Une ONG dans le nord-est du pays, c'était en septembre. Un responsable des Nations Unies à Abuja a déclaré que le pays a promis de lever les interdictions d'activité dans les prochains jours. Les populations estiment donc, bénéficiant du programme, estiment très importante l'action de l'organisation en leur faveur. Les bureaux d'action contre la faim et de Mercy Corps avaient été fermés en septembre dans le nord-est, alors que des millions de personnes ont toujours besoin d'une assistance humanitaire. L'armée a notamment accusé l'ONG française ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Mais le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires a affirmé avoir reçu l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités de Mercy Corps et d'action contre la faim annoncée en septembre sera levée dans quelques jours. Cela devrait permettre la reprise immédiate d'une assistance vitale de près de 400 000 personnes qui sont privées de nourriture et d'autres aides essentielles depuis un mois, a-t-il déclaré dans un communiqué après une rencontre avec des hauts militaires nigérians. Avec la fermeture d'action contre la faim, je ne sais pas comment je vais survivre avec mes enfants, car mon mari est un travailleur à faible revenu. Je supplie donc le gouvernement de rétablir action contre la faim. Au cours des 4 ou 5 dernières années, mes enfants et moi avons souffert. Nous manquons de nourriture, d'eau potable et de bois, de chauffage. Action contre la faim est la seule organisation humanitaire désireuse de fournir des services de base aux personnes vulnérables. Cette organisation nous a fourni de la nourriture et de l'eau potable. Près de 35 000 personnes ont été tuées depuis 10 ans dans le conflit avec les groupes armés islamistes qui s'est propagé dans les pays voisins et a obligé plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Les virus Ebola, Lassa, la fièvre jaune sont autant de maladies qui accablent les populations africaines. La situation perdue à cause d'une insuffisance de collaboration entre médecine humaine, animale et environnementale. Les acteurs sanitaires, pour changer la donne, sont réunis pour 3 jours à Lomé au Togo. Claire Stéphane, Sacramento. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, ainsi que leurs répercussions sociales et économiques, interpellent les acteurs du domaine sanitaire. Nombre d'épidémies proviennent des animaux partageant le même environnement que l'homme. La situation impose le renforcement des capacités de prévention et de riposte à tous les niveaux. Dans ce sens, le concept One Health, une seule santé, promeut la synergie d'action entre la santé humaine, animale et environnementale. Pendant longtemps, les acteurs de chaque secteur ont évolué de façon verticale. Les acteurs de santé humaine se sont occupés des maladies de l'homme. Les acteurs de santé animale se sont occupés de ce qui est des maladies des animaux, que ce soit de la faune sauvage ou des animaux domestiques, oubliant que et l'homme et les animaux vivent ensemble et partagent le même écosystème. L'approche Une seule santé requiert un mécanisme intégré et collaboratif afin de rassembler de façon efficace et efficiente des informations, des capacités ainsi que des expertises au sein et à partir de tous les secteurs en vue d'assurer la protection des vies humaines, de la faune et de notre environnement. L'interaction qui existe entre le monde animal, l'environnement et l'homme, les activités des sociétés humaines sont de plus en plus proches. Le danger nous vient de plusieurs secteurs du monde aujourd'hui. Il faut les intégrer, il faut coordonner cette surveillance, il faut coordonner la réponse pour qu'on puisse nous protéger des maladies émergentes et réémergentes dans notre région et dans nos pays. À ce jour, les États membres de la CEDEAO sont à différents niveaux en ce qui concerne l'adoption de l'approche Une seule santé. Certains pays accusant encore du retard dans la mise en place de leur plateforme nationale. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. Au revoir.